Pépitoriens, pépitoriennes, bonsoir, bienvenue à notre nouvelle émission de ce soir. Nous commençons comme d'habitude avec notre petit disclaimer pour vous rappeler que dans aucun cas nous ne donnons de conseils sur cette chaîne. Ce sont juste des échanges entre passionnés. Un petit rappel sur les produits de la boutique. Donc tout d'abord le salon MTT Trading avec Tino, Xavier, Mika, Trado, Max et bien d'autres. Ensuite, le petit rappel que les classes de l'an dernier du séminaire virtuel sont toujours en vente sur notre boutique. Et enfin, le nouveau produit que nous avons rentré en début d'année, la formation de notre ami Christophe Investir Zen. Passez votre trading au niveau supérieur. Et pour finir, tous les endroits sur le web où vous pouvez nous retrouver. Générique un peu différent ce soir, car nous faisons notre séminaire virtuel, comme l'an dernier, séminaire de Barcelone, novembre 2022, séminaire virtuel 1er avril 2023, deuxième séminaire de Barcelone, novembre 2023, et là, du 9 au 23 avril, nous ferons le séminaire virtuel. Donc, comme l'an dernier, il y aura 8, 9, 10 probablement 10 masterclass. On aura peut-être une surprise. J'attends une dernière confirmation. 10 masterclass tous les soirs pendant 10 jours, pendant 1 heure, de 20h30 à 21h30. Et l'un de nos prestigieux invités et intervenants pour cette masterclass sera Monsieur Rouvier, Guillaume Rouvier. Bonsoir Guillaume, comment vas-tu? Bonsoir Denis, je vais très bien. Merci beaucoup. Ça fait plaisir de te revoir. Oui, Euh, je garde un très bon souvenir de Barcelone. C'est formidable. là, Bravo c'était vraiment pour bien, oui. l'organisation. C'était passionnant. J'ai beaucoup aimé écouter les autres intervenants. J'ai beaucoup appris. Et puis en plus, c'était un moment très agréable. Ouais, il y avait beaucoup d'échanges entre tous. On a tous mangé ensemble, c'est très bien. On va essayer de recréer un peu cette ambiance en virtuel, en online. Le séminaire sera en vente probablement la semaine prochaine. Donc, Guillaume, les marchés montent, les marchés montent, les marchés montent. Ça n'arrête pas. On commence par faire un petit débrief de marché, si tu veux, et après on parlera des cycles. Oui. On fait ATH sur ATH. Comment peut s'expliquer ces ATH les uns derrière les autres et jusqu'à quand ça peut durer, Guillaume? Alors en fait, on est dans un grand marché haussier, a priori, Ouais. qui a commencé à la fin de la crise des subprimes. Et on est 2009, alors parti, 2009-2010, non? oui, Mhm. c'est ça, 2009. Et on est Donc, parti d'un niveau très bas, puisque si on trace une droite de régression et qu'on des écarts types, eh ben, on était à moins 2,5 écarts types sur le Standard & Poor's 500. mhm. Et donc, c'est un niveau qu'on atteint rarement concrètement. C'est très rare qu'on soit en dessous de 2 écarts types, en dessous de la droite de régression. Ça veut dire qu'on y est à peu près 2% du temps sur le temps long boursier depuis le début du XXe siècle. Donc c'était vraiment un niveau très 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 bas. Et là, on monte en continu avec quelques crises intermédiaires. Et puis, on est maintenant au-dessus d'un écart type, au-dessus de la droite de régression. On est Donc toujours on dans peut le canal haussier ou on est sorti du canal haussier? ouais, on est dans le canal haussier. On est vraiment une belle pente. C'est un très beau marché haussier. Donc qui commence en 2009, qui est très classique. Alors on peut monter jusqu'à 2 écarts types au-dessus de la droite de régression. Donc il y a un peu de marge de hausse encore potentielle. Ça ne veut pas dire qu'on les fera, hein. Mhm. Mais il y a encore un peu de marge de hausse potentielle. En termes de durée, un marché haussier, ça dure un peu plus de 15 ans. D'accord, Donc tu vois, on est en 2024. Donc on approche de la fin tout de même. d'accord. Alors, sachant qu'on a eu un marché baissier 2000-2009. D'accord. Justement, en fait, c'est ce qu'on appelle un cycle. Un cycle, c'est un grand marché haussier et un marché baissier, où il y a plusieurs autres choses dans un cycle de bourse. En fait, le problème, c'est que c'est assez dur de savoir ce que c'est qu'un cycle. On repère qu'il y en a, Mhm. et qui durent en général 15 à 20 ans, les cycles haussiers, Mhm. et 10 d'années, les cycles baissiers.
Voilà, par exemple, le dernier grand cycle baissier, c'est fin des années 60, début des années 70, qui va se terminer en 1981-82. D'accord. Voilà. Puis à partir de 1982, c'est vrai qu'on est rentré dans un très très grand cycle haussier, qui est entrecoupé de plusieurs cycles baissiers. Voilà. D'accord. En fait, on monte de 1981 à 2000, pour faire simple. De 2000 à 2009, on consolide. Enfin, on consolide, on baisse, hein. Et Mhm. puis ensuite, on repart de 2009 à aujourd'hui. D'accord, d'accord. Et en fait, est-ce qu'il y a en fait, si tu veux, ça coïncide un peu avec la baisse des taux d'intérêt. Je ne sais pas si n'étais pas actif, mais moi j'étais déjà actif dans la profession. Mhm. Fin des années 70, début des années 80, les taux d'intérêt atteignent un maximum historique, enfin, historique, disons des 150 dernières années, on monte à 18% de taux d'intérêt, 20% de taux d'intérêt Mhm. sur les emprunts d'État à 10 ans. Ouais. Et donc, je ne sais pas si je dis des bêtises ou pas, parce que je ne sais plus si c'était comme ça aux États-Unis ou si aux États-Unis, c'est simplement les taux courts qui montent à ce niveau. Bon, peu importe, les taux montent à 20%. Et on ne va pas arrêter d'avoir une baisse des taux qui ne va pas arrêter pendant 40 ans. De 1980 à 2023, 22, les taux baissent. D'accord. Et de manière continue. Donc, quand les taux baissent, comme dit Warren Buffett, les taux d'intérêt sont au marché boursier ce que la gravité est à la physique classique. C'est-à-dire, c'est une loi fondamentale. Plus les taux baissent, plus les valorisations montent. D'accord. Donc, c'est vrai que aujourd'hui, on est arrivé probablement au bout de ce phénomène. Oui, parce que là, on voit que les taux montent, mais qu'on monte encore, on ne baisse pas. Parce que avant, on avait peut-être une politique de taux hauts, mais il y avait les salaires qui suivaient. Et maintenant, les taux montent et les salaires ne suivent pas. Est-ce que ça peut être corrélé, ça, ou pas? Alors, je préfère parler du passé, c'est plus sûr que de parler du Ouais. futur, hein. Mhm. Euh, Ce qui est sûr, c'est que les taux ont arrêté de baisser il y a quelques mois Mhm. et que depuis, ils ont remonté les taux courts et les taux longs. Mhm. Maintenant, la question, c'est de savoir est-ce que les taux longs vont se stabiliser, se normaliser, et les taux courts aussi, ou est-ce qu'on est entré dans une phase différente du cycle avec plus d'inflation? Et il y a plus d'inflation si, comme tu l'as dit très justement, les salaires montent. Voilà, c'est ça la question. Et actuellement, la réponse des marchés, c'est que non, les taux vont se stabiliser, revenir dans leurs normes. Donc, ils voient un peu un scénario à la 19e siècle, avec des taux durablement à 3%. C'est le prix de la rente, hein. D'accord. Donc, c'est ce que voient les marchés. Donc, les marchés disent, bon, ben, on va avoir des progrès de productivité, notamment avec l'intelligence artificielle, et enfin, la digitalisation de l'économie va continuer, pour faire simple, et parallèlement, les taux vont se stabiliser. Donc, c'est un scénario très favorable, 10 boucles d'or. C'est très intéressant ce que tu dis parce que pour nous, ceux qui sont rentrés en bourse dans les années 2000, on n'a pas connu les taux à 18%. Pour nous, un taux à 4%, on pense que c'est un taux qui est haut. Mais quand on a vu qu'on avait un taux à 18%, en fait, 4%, c'est un taux bas. Et est-ce qu'on pourrait imaginer de rester une assez longue période avec un taux à 4%? Parce que quand on entend les spécialistes, tout le monde dit, ah, on va bientôt baisser les taux, on va bientôt baisser les taux, on va bientôt baisser les taux. Mais est-ce qu'on pourrait imaginer de rester comme ça avec des taux hauts pour la période actuelle qui sont 4%, mais qui sont bas par rapport aux années 80, parce que ben, l'économie ne refroidit pas, quoi. L'économie n'arrête pas de monter. Ou alors tout est possible. Mhm. On ne peut pas exclure un scénario où on peut mettre des probabilités, et encore on se trompe souvent. Mhm.
Et si tu veux, le problème, c'est qu'on fonctionne tout avec la mémoire des événements passés, notamment boursiers. Bon, et il y a deux éléments forts dans notre mémoire boursière, même si on ne les a pas connus, c'est le krach de 1930. La bourse perd 90% de sa valeur aux États-Unis et les taux d'intérêt à 20% à la fin des années 70, Mhm. avec très forte inflation. Et donc, on a toujours tendance à, quand les marchés baissent, on se dit, mon Dieu, est-ce que c'est pas 1930, tu vois, Oui. quand ils baissent fortement. Pour le Covid, je me souviens, c'était pareil, on comparait 1930 et le Covid, au début du Covid, hein, évidemment. Mm. Oui. Et de la même manière, quand l'inflation repart, on se dit, est-ce qu'on ne va pas revenir avec des taux à 18? Ça revient toujours, c'est dans la mémoire des gens. C'est tout un des éléments extrêmes, l'un et l'autre, et qui résultent du contre-coup du moment extrême, quoi. La crise de 1930, c'est probablement un contre-coup de la guerre de 14, quoi. Ouais. Parce que la guerre de 14 a généré des injections monétaires massives, avec, bon, et ensuite avec un reflux des taux d'intérêt qui a généré une hausse de la bourse, de la spéculation. Bon, en fait, Mais l'injection de 1914 n'a rien à voir avec l'injection qu'on a eue pendant le Covid, où on peut comparer. moi, je n'ai pas les connaissances Mhm. historiques pour le faire. D'accord. C'est sûr que non, j'ai pas la gestion. Non, parce qu'en fait, c'est pas tellement la guerre de 14, c'est la sortie de la guerre de 14 avec l'hyperinflation. Tu vois. Mhm. La déflation, enfin l'hyperinflation en Allemagne, et puis au contraire, le ralentissement de l'économie dans les autres économies et toutes les réactions politiques et économiques que ça va générer. Mhm. Avec l'ajustement des monnaies, la sortie des talons or, voilà, tout ça, la sortie des talons or. Le détachement d'un certain nombre de monnaies de l'étalon or. D'accord. Donc tout ça, je veux dire, donc ce que je veux dire, c'est que c'est plutôt des éléments exceptionnels, hein. Et donc on a tendance à les garder dans notre histoire, hein. Alors que si tu regardes par exemple l'histoire du 19e siècle, bon bah tu as les taux à 3% pendant 100 ans. La Mhm. rente est à 3% à peu près pendant 100 ans. Donc c'est parce que l'économie capitaliste, enfin l'économie, dès lors qu'elle est libérale, c'est-à-dire concurrentielle, elle est désinflationniste. Parce que la concurrence génère forcément des pressions sur les prix. Et donc, les éléments d'inflation, donc de taux à 18%, sont des éléments plutôt exceptionnels. Alors maintenant, à ta question, donc normalement, si tu veux, il faut partir de ce qui est le plus normal. Le plus normal, c'est une économie plutôt à tendance désinflationniste et des taux contenus. C'est ça la normalité, à mon avis. Et Mhm. alors, maintenant, ça veut pas dire que l'avenir ne sera pas différent, quoi, un petit peu différent. C'est rarement franchement différent, mais ça peut être un peu différent. Et tu fais allusion à la hausse des salaires. C'est vrai que c'est quand même une très bonne question. Je ne sais pas, moi je n'ai pas la réponse, hein. Mais on Mhm. peut pas, disons qu'on ne peut pas exclure que peut pas exclure que la transition digitale, écologique, etc., nécessite des injections budgétaires massives, que ces injections budgétaires massives génèrent une croissance au-dessus de la croissance potentielle, et que donc si on est au-dessus de la croissance potentielle, bah, ça génère des tensions sur l'ensemble des facteurs de production. Mhm. Et ces tensions sur l'ensemble des facteurs de production génèrent un peu plus d'inflation que la norme. Alors c'est probablement le schéma dans lequel on est aux États-Unis. Et c'est paradoxal de dire ça parce que les chiffres qu'on voit aux États-Unis, c'est que l'inflation est plutôt basse, hein, plus basse qu'en Europe. Ouais. Et donc, ça en vient à une deuxième analyse, qui est un peu ce qu'a dit Mario Draghi récemment, l'ancien président de la BCE. Il dit que la politique monétaire ne permet pas de réduire l'inflation. Elle n'a pas d'impact sur l'inflation. On nous aurait menti alors, parce que quand on baissait les taux, on augmentait les taux, on voulait réduire l'inflation. Donc en fait, il est en train de nous dire que c'est pas possible et que tout ce qui a été fait
ces trois dernières années par Christine Lagarde, ce n'est pas bon alors. Oui, c'est ce qu'il dit. Je suis pas sûr que mon intuition, je ne suis pas spécialiste du tout, mais intuitivement, je dirais que la gestion actuelle de la Banque centrale européenne n'est pas efficiente. D'accord. Ben, c'est ce qu'il a dit en demi-mot, hein, Mario Draghi. Euh, et donc, lui, ce qu'il dit, c'est finalement pour réduire l'inflation, il faut augmenter les capacités de production. C'est par l'augmentation des capacités de production que l'inflation diminue et pas par la baisse de la demande. C'est-à-dire augmenter la concurrence en fait. Exactement. Mais l'inflation qu'on Ouais, a maintenant, exactement. c'est pas une inflation de prix, d'offres. C'est une inflation parce qu'il y a trop d'argent sur le marché en fait. On a trop injecté d'argent pendant le Covid et maintenant l'argent vaut moins, donc c'est normal qu'il y ait une inflation en fait. Je pense que c'est plutôt ça qu'autre chose, hein. Justement, c'est pas ce que dit Mario Draghi. Moi, Mhm. je n'ai pas d'opinion, hein. On peut très bien adhérer à ce que tu dis. Mais Mario Draghi dit au contraire, si vous voulez qu'il n'y ait pas d'inflation, il faut injecter de l'argent. Et c'est ce que font les États-Unis. Si tu regardes ce qui est assez paradoxal, c'est que les États-Unis ils ont un déficit budgétaire qui représente 7% du produit national brut Mhm. et ils ont moins d'inflation qu'en Europe, Ouais, parce où que il n'y a c'est pas eux. de déficit, beaucoup moins de déficit budgétaire. Et donc, mais bon, c'est vrai que le déficit budgétaire américain est orienté vers les investissements productifs. Mhm. Donc, Mario Draghi, il dit si vous voulez réduire l'inflation, il faut que vous fassiez des injections monétaires orientées vers les investissements productifs. D'accord. Enfin, c'est exactement ce que font les États-Unis. Alors, dans ce cadre-là, ça peut tout de même. Donc, on peut avoir de la croissance et un chouïa plus d'inflation que la moyenne normative, Mhm. qui est de 2%, qui ne veut rien dire d'ailleurs, hein, mais elle est fixée comme ça. Et donc, on peut imaginer que les taux d'intérêt ne baissent pas comme les gens l'attendent, c'est possible. Ouais, ouais. Parce que beaucoup de disent on va baisser les taux d'intérêt. Et quand on va baisser les taux d'intérêt, ça veut dire que l'économie va ralentir et c'est là vraiment où on aura la fin de ce cycle haussier et on rentrera dans une zone de consolidation ou une zone de cycle baissier. Tu crois que toi, la réduction de ces taux peut faire un inversement de tendance sur le cycle haussier? C'est ça. D'accord. Ouais. Honnêtement, je dirais si on retrace ce qui s'est passé dans le passé, Mhm. on voit qu'un cycle haussier dure 15 à 20 ans. Ouais. Donc, comme il a commencé en 2009, on arrive à la fin du cycle haussier. Mhm. Voilà. Est-ce que c'est maintenant? Est-ce que c'est dans 2 ans? On arrive à la fin du cycle haussier. Donc, normalement, on devrait avoir un passage vers un cycle baissier. Mais l'arrivée de l'intelligence Ouais. artificielle Mhm. peut tout de même changer les choses. On ne peut pas faire comme s'il n'y avait rien, quoi. Mhm. Alors, aujourd'hui, elle reste inefficiente, hein. Moi, j'utilise souvent. Euh, Allez, encore. Au Enfin, balbutiement. appliquer des sujets précis, elle est efficace, mais en général, si elle applique des sujets vastes, elle n'est pas très efficace. Donc, on a encore du travail à faire, mais bon, ça va tout bouleverser tout, quoi. C'était Et le créateur de ChatGPT qui disait qu'en fait ça allait détruire des postes de travail et qu'on serait obligé d'arriver à un revenu universel. oh, c'est possible. Et ce revenu universel, on peut quantifier ce que ça peut donner sur l'inflation, sur la société ou pas du tout? Bah, en fait, c'est difficile parce que l'inflation, c'est toujours une différence entre l'offre et la demande. Mhm. Donc, si l'intelligence artificielle génère beaucoup d'offres, ça ne crée pas forcément de l'inflation de mettre de la demande. Mhm. Mais ce que je veux dire par là, c'est que, hors élément exceptionnel, que serait l'injection de l'intelligence artificielle dans l'économie et le gain de productivité qu'il en résulterait, normalement, les cycles boursiers, au bout de 15 à 20 ans de hausse, terminent par une respiration. Voilà. Euh, Maintenant, la question plus fondamentale qui se pose, c'est voilà, bah,
on a été porté depuis 1980 par une 40 ans de baisse des taux. Cette baisse des taux, de toutes les manières, elle est terminée, même si on ne repart pas à la hausse. L'effet propulseur de la baisse des taux est terminé. Est-ce qu'on n'est pas à la veille de quelque chose de beaucoup plus fondamental qu'une simple respiration de marché après 15 ans de hausse? Ça, cette question doit quand même être posée. Et à mon avis, elle devrait amener à une prudence dans les valorisations. Prudence qui n'est pas là, puisque sur certaines valorisations très concentrées, les niveaux sont excessifs par rapport à tous les critères rationnels de valorisation. Quand on paye une société 100 fois les bénéfices 2026, 2027, bon, c'est peu probable. Voilà, le niveau de valorisation d'un certain nombre de sociétés est excessif. D'accord. A priori, hein. On a un modèle, entre guillemets, de fin de cycle haussier. On sait comment se seraient terminés les autres cycles haussiers. Est-ce qu'on sait un peu sentir la fin de ce cycle, à part l'espace-temps? Bon, ça finit en euphorie, il y a une petite consolidation après une grosse chute ou... Écoute, normalement, ce qu'on voit historiquement, c'est que ça se termine plutôt en euphorie. Ouais. C'est-à-dire, mais ça peut se terminer mal, hein, en euphorie. Mais euh, c'est vrai que le 2000, la fin du cycle haussier précédent, on termine très très haut. On est à 2 écarts types au-dessus de la droite de régression. On termine très très haut. Et on va baisser enfin pour le CAC, si on prend le CAC, on va retrouver le niveau de 2000 que tout récemment. D'accord. Ok. 4 ans plus tard. Donc là, on serait 2 écarts types au-dessus de la droite de régression actuellement. Donc il faut... Actuellement, on est à un écart type, si on prend le marché directeur, c'est lui qui compte, marché américain. On est à un écart type, 0,3 au-dessus de la droite de régression. D'accord. Mais on a été de 2008 à 2018, mais ensuite un peu plus à nouveau pendant la crise du Covid, en dessous de la droite de régression. Donc on peut imaginer rester au-dessus un certain temps tout de même pour rééquilibrer ça. On a connu une longue phase de sous-évaluation. Donc on peut avoir une phase un peu longue au-dessus de la droite de régression. Parce qu'on peut imaginer avoir un marché qui progresse tout doucement de l'ordre de 3 à 5% par an, tu vois, sans qu'il y ait forcément une baisse. Enfin, tout est envisageable. D'accord. Disons, dans tous les cas, la seule chose qu'on peut dire, c'est que voilà, les niveaux de valorisation sont devenus tendus sur un certain nombre de titres. D'accord. On parle de l'Europe ou des États-Unis sur les titres. Je pense que tu voudrais parler de Nvidia, Apple, etc. Et en Europe, pour les valeurs du luxe, on est également survalorisé ou pas? Oui, ça dépend des sociaux. Pas tellement. Oui, on est cher, mais on n'est pas. C'est pas stratosphérique. Mais pour Nvidia, c'est peut-être justifié, hein, je n'ai pas la moindre idée. Je dirais que j'ai l'impression qu'on a commencé, il y a quelques mois, les corrections de PER excessifs. Ouais. Parce que forcément, quand les taux sont très bas, ça génère une montée des valorisations. Puisqu'une valorisation, c'est rien d'autre que l'actualisation de bénéfices de cash flow futurs. Et cette actualisation se fait avec un taux d'actualisation qui n'est rien d'autre que, pour faire simple, taux d'intérêt sans risque, c'est-à-dire taux d'intérêt de l'État, auquel le gouvernement emprunte, plus la prime de risque. Donc si les taux d'intérêt de l'État, enfin sans risque, sont à 0 et passent à 4, à 3 ou 4, bah forcément, ça génère un ajustement de tous les niveaux de valorisation. Et plus le niveau de valorisation est élevé, plus ça a un impact. Parce que
Retracer 10% d'un PE de 40, c'est 4 points. Mhm. Retracer 10% d'un PE de 8, c'est 0,8 points. Forcément, ça a plus d'impact sur les PE élevés. Donc, on a commencé à voir ça. Et je ne sais pas si cet impact, ce retour à la norme est terminé. En même temps, il existe des poches de sous-évaluation importantes dans les marchés. Alors, le marché américain, je le connais mal, mais le marché européen, il y a des poches de sous-évaluation importantes. Donc, peut-être que, enfin, nous, ce qu'on pense chez Hibou, c'est qu'on est plutôt dans une période de normalisation. Voilà, les valorisations devraient se normaliser. Les taux devraient se normaliser, on y est quasiment là. À 0%, c'était tout à fait anormal. Mhm. Oui. La moyenne longue des taux longs, c'est autour de 3. Donc, on devrait y retourner, on y est quasiment maintenant. Les taux longs français sont à 3, je crois, autour. Mhm. Et la même chose, les valorisations des actions devraient se normaliser. Donc les PE trop élevés devraient rebaisser, les PE trop bas devraient remonter. On va retourner vers la droite de régression alors. Euh, oui, on devrait normalement se normaliser sur les niveaux de valorisation. Ce qu'on a commencé à faire, hein, on l'a très largement fait sur les titres surévalués il y a quelques mois. Oui, j'ai vu que Warren Buffett, à la fin de 2023, a commencé à alléger un peu Apple également. Oui, mais je ne sais pas, je Mhm. n'ai pas étudié Apple, je ne sais pas si Apple est surévalué ou pas. Je sais pas. Mais en tous les cas, le sentiment que j'ai, d'après ce que j'ai lu, c'est que voilà, il y avait un retour à la norme un peu partout. Je crois que c'est inévitable. Maintenant, une fois qu'on a rétabli ça, euh, donc si tu veux, c'est un peu comme quand tu rétablis sur les obligations. Comment dire, tu sais, les obligations à 20 ans, elles rapportent plus que les obligations à 10 ans, qui rapportent plus que les obligations à 5 ans. Donc, tu as une pente des taux d'intérêt qui est corrélée à la durée, hein, au temps. Et ce n'était pas le cas avant, parce qu'avant, une obligation à 20 ans rapportait pas plus qu'une obligation à 1 an. C'était une vraie anomalie. Mhm. Donc ça a été, donc la pontification de la courbe des taux a été rétablie. De la même manière, on est, à mon avis, en train de rétablir la bonne pontification des PER corrélés, non pas au temps pour les actions, mais à la qualité et la visibilité des sociétés. Voilà. Et on va retrouver une pente normale comme on est en train de le retrouver sur les obligations. Voilà le sentiment que j'ai. Alors, ce n'est pas complètement fait sur les obligations parce que les taux courts restent plus élevés que les taux longs. Donc, la pontification, elle s'est faite sur les durées longues, mais elle a encore besoin de se faire sur les durées courtes. Je pense que quand cette pontification sur les taux d'intérêt sera terminée, la pontification sur les PER devrait également être à peu près terminée. Donc on doit vraiment rentrer dans la norme, on va retrouver des repères, quoi. D'accord. Vous, chez Hibou, vous êtes toujours acheteur actuellement ou sur certains secteurs ou sur certaines actions ou vous accumulez ou vous êtes plutôt vendeur ou... Chez Ibu, on a une approche bottom-up, hein. Donc, on n'a pas une approche top-down comme celle qu'on vient de faire, hein. D'accord. La seule chose, c'est qu'en général, quand on dépasse un écart type au-dessus de la droite de régression, on est prudent. Je parle de l'indice phare, hein, enfin l'indice directeur qui est le Standard & Poor's 500, indice directeur au niveau mondial. Alors voilà, on a dépassé un écart type au-dessus de la droite de régression, donc il faut être prudent. Mais parallèlement à ça, comme il y a des titres qui sont très sous-évalués, bah, la normalisation devrait se faire, hein, et donc on reste investi. D'accord. Pas Mhm. complètement, mais on n'a pas tellement de liquidité. On a moins de liquidité que ce qu'on devrait théoriquement avoir avec le niveau où est le marché directeur américain. D'accord. Je vais peut-être dire un gros mot. Les cryptos oui ou les cryptos non, Guillaume? Je sais pas, je connais vraiment rien. D'accord. C'est-à-dire que l'évaluation de la crypto-monnaie, c'est comme l'évaluation de l'or, ça dépend uniquement de l'offre et de la demande. Il n'y a pas de valeur intrinsèque. Il n'y a pas de valeur intrinsèque alors.
Il y a pas de valeur intrinsèque à la crypto. Ça monte si les gens en veulent, et ça baisse si les gens n'en veulent pas. Le seul avantage de la crypto, en fait, c'est qu'il y a un nombre fini de cryptos, donc il y Oui, a, comme il y a une masse finie d'or. Hmm, C'est exactement la même chose. C'est sur la rareté. C'est une confrontation de la rareté et d'un désir de posséder hmm. euh, ces éléments. Euh, donc voilà, à partir de là, comme il n'y a pas de valeur intrinsèque et que toute la stratégie de Hibou est consacrée à la définition de la valeur intrinsèque, j'ai aucune réponse. D'accord. Quand on achète une société, une action, que cette action a des dividendes, une rentabilité, bah on peut calculer une valeur intrinsèque. Ensuite, on peut se disputer sur le taux d'actualisation. Et on va avoir vaguement une valeur intrinsèque. Si une société rapporte 10% de dividendes de manière pérenne et que ce dividende est inflaté, enfin corrélé à l'inflation, bah, c'est un actif qui a une vraie valeur parce qu'il te rapporte vraiment de l'argent. Si tu achètes de l'or, le lingot d'or ne te verse aucun coupon. Mhm. Tu n'en as aucune jouissance, c'est même pas une œuvre d'art, tu n'en as aucune jouissance, tu le mets au coffre. Ça n'a strictement aucun intérêt. C'est exactement la même chose pour le Bitcoin, c'est des choses qui n'ont aucun intérêt. Mhm. Donc la seule chose, aucun intérêt, aucun apport à Le seul intérêt, l'économie, c'est la rareté, en fait. hein, Le- aucun apport à rien, c'est la destruction pure. Mais ça correspond à la capitalisation de la peur ou de l'envie, greed and fear, comme disent les Américains. Bon, ben, cette capitalisation de la peur ou de l'envie, qui sont les deux grands défauts, deux parmi les grands défauts de l'humanité, ben, ils sont dans l'or et dans les cryptos. Mais comme ça dépend uniquement de la confrontation de leur rareté et de la masse de peur ou d'avidité des gens, ah ben, on leur donne une valeur. Ça n'a, sur le plan humain, intellectuel, tout ça, ça n'a aucun intérêt. Et comment ça se Ça fait que n'apporte rien à l'économie, ça ne réduit pas la pauvreté. Et comment ça se fait Alors, que maintenant, en fait, ben, il y a un grand engouement pour les actifs à risque parce que la bourse monte, monte, monte. Donc, normalement, il devrait y avoir de l'optimisme. Et puis, de l'autre côté, on a un gold et un bitcoin qui est au plus haut. Donc, en fait, on oui, a les deux qui sont au plus haut. C'est-à-dire que on risque, mais on garde quand même, quoi. C'est quand même, c'est quand même assez. le Bitcoin, ça peut être très haut très longtemps, comme l'or. Ouais. C'est exactement l'or, hein. C'est le Normalement, même principe. on n'avait pas les vases communicants. Quand l'or monte, la bourse descend et vice-versa. Là, on a les deux au plus haut, en fait. Je sais pas. Je sais pas, les gens ont peut-être peur de l'évolution des monnaies. Encore une fois, c'est basé sur la peur ou l'avidité. Ouais. Mais voilà, l'or, il existe depuis 2000 ans. Et il y a des gens qui disent, et ils ont peut-être raison, que les cryptos sont à l'époque moderne ce que l'or était aux époques anciennes. C'est Et qu'à ce moment-là, il sera durable. J'ai pas la moindre idée. Ce que je sais, c'est que ni l'un ni l'autre n'ont eu d'apport. Mhm. Enfin, j'exagère en disant ça, parce tu peux toujours dire que l'or, au cœur du système monétaire international, euh, en étant un élément de rareté, a été un élément favorable. Moi, je ne sais pas, c'est possible, ça peut être un contre-pouvoir aux politiques. Alors peut-être qu'aussi les cryptos seront un contre-pouvoir à l'hubris politique, quoi. Tu Mhm. vois ce que je veux dire? Ouais, ouais. Enfin, bon, moi, les Euh, cryptos, et aussi, théoriquement, honnêtement, je vois pas l'apport. L'économie, encore une fois, l'objectif de l'économie, c'est, comme disait Guizot, c'est d'enrichir les gens. On peut dire d'une autre manière, parce que ça fait sursauter les gens. On pourrait dire de réduire la pauvreté euh, ouais, mais la dans le monde. pauvreté, elle se mesure comment? Si elle se mesure par l'argent et qu'actuellement, l'argent, on fait tourner l'imprimante et en fait, l'argent ne vaut rien entre guillemets, enfin, c'est du papier. Il faut avoir quelque chose de rare qui n'a pas de l'effet de levier comme des matières premières. Ou du Bitcoin, parce qu'on sait que le Bitcoin, je sais pas, il y a 23 millions de Bitcoin et il n'y en aura jamais un de plus. Donc on sait ce que c'est. Donc voilà, voilà, c'est un peu ce qu'on pense des cryptos, hein, créer une finance parallèle qui est la même que la finance centralisée, mais qui est décentralisée. Voilà,
Oui, je comprends ce que tu veux dire. Hmm. C'est vrai que ce que tu dis est très juste. La politique de création monétaire débridée qu'on a connue, à mon avis à juste titre, et qu'on a connue pour lutter contre la crise du Covid, a d'autant plus généré chez les gens, c'est l'impression de se dire, ben, puisqu'on peut créer autant d'argent qu'on veut, ça n'a pas de valeur. Et donc je mets mon argent là où il y a Exactement. de la rareté. Et puis comme tu On disais peut avant aussi, pour... tout de même, on est rentré tout de même, si tu veux, dans une économie nouvelle. C'est-à-dire que si tu prends les facteurs de production à l'origine, tu avais la terre, tu es d'accord. Mhm. Puis ensuite, tu avais le capital et le travail. C'était les trois facteurs de production. Et donc, progressivement, la terre a disparu, oh, pas disparu, mais a été réduit comme facteur de production. Il est resté le capital et le travail. Et ça, c'est les équations classiques dans le cadre desquelles l'or s'est développé comme instrument monétaire. Ce qu'il faut bien voir, c'est qu'aujourd'hui, tu ne peux plus écrire sérieusement l'équation la production est égale à la résultante des facteurs de production capital plus travail plus terre. Parce que en réalité, ces facteurs de production existent toujours, mais ils perdent d'importance chaque année. Tu as de moins en moins besoin tu n'as quasiment plus besoin de terre. Tu as de moins en moins besoin de capital pour produire de la richesse. Et par exemple, tu vois bien que pour créer une société comme Meta, il a fallu beaucoup, beaucoup moins de capital que pour créer les grands aciéristes du 19e siècle. Mhm. La, la mobilisation de capital pour créer de la valeur ajoutée devient de plus en plus faible. Alors même que l'épargne mondiale, notamment avec l'émergence d'une classe moyenne de monde, augmente de manière exponentielle. Donc tu as un différentiel croissant entre le besoin de capital pour générer de la valeur ajoutée et l'épargne disponible. Et le troisième facteur de production, c'est le travail. Et comme tu l'as dit, il y a un quart d'heure, Ouais, ça, c'est... c'est possible que, si tu veux, avec l'intelligence artificielle, on a moins en moins besoin de travail. Et donc, ça veut dire finalement que si on réunit tout ça, on se rend compte que le facteur le plus important dans la production de richesse, c'est la connaissance. Et c'est la mise en œuvre de cette connaissance. Donc, on pourrait écrire l'équation production de richesse est égale à, ouvrez la parenthèse, terre plus capital plus travail, fermez la parenthèse, à la puissance connaissance. Et donc, on n'est plus à une addition, comme au 19e siècle, ou une multiplication, comme au 20e siècle. On est à la puissance. C'est devenu l'élément déterminant. Donc, ça veut dire que où est la richesse? Elle est dans la connaissance. Alors, ça a plusieurs La conséquences. matière grise, c'est plus le muscle maintenant. Ouais. Oui, c'est la matière grise qui compte. Et donc, ça a de très nombreuses conséquences. La première conséquence que ça a, à mon avis, hein, c'est que, eh bien, comment dire, tout ce qui n'est pas relié à la connaissance perd de sa valeur. Et donc, ça veut dire que le capital a plus beaucoup de valeur, quoi. Pour créer une entreprise comme, par exemple, ChatGPT, on a besoin de capital intellectuel. Hein. Hmm. On a besoin de capital. Donc, ils peuvent demander 10 milliards à Microsoft ou 100 milliards. Ou Sam Altman, le fondateur de ChatGPT, est allé dire on a besoin de 7000 milliards de dollars pour réformer l'industrie des semi-conducteurs. Voilà, le capital n'a plus beaucoup de valeur. Donc, le capital que l'on accumule, nous, hein, a plus beaucoup de valeur. Voilà. L'argent, on rejoint ce que tu disais, mais ça vaut aussi pour le Bitcoin. Ça n'a plus beaucoup de valeur. Ouais, le Bitcoin, C'est la, c'est la même c'est un chose. nombre fini, hein, parce que pour l'instant, nous, on a des politiques qui sont liées sur la dette. On est sur la dette parce qu'on fait ce que font les Américains et en fait, le monde est dollarisé. Mais si on part d'une dédollarisation, et si, je sais pas, avec les conférences de Shanghai, avec les BRICS, tout ça, si on commence à abandonner un peu
le dollar, surtout le pétrodollar, qu'est-ce qui peut se passer en fait? Parce que Oui, c'est le gros problème. ouais. Le jour où on paiera le pétrole en yuan, est-ce qu'on pourra toujours se permettre que les États soient si endettés? Et si les États vont se désendetter, où est-ce qu'on va piocher? Ben, on va piocher dans l'épargne. Et justement, peut-être le Bitcoin, etc., ça permet d'avoir une sauvegarde primaire de cette épargne. Oui, tu as raison. Mais encore une fois, ce que je veux dire par là, c'est que C'est un scénario, hein, c'est je pas la voudrais. vérité, c'est un possible scénario, un hypothétique scénario, excuse-moi. Non, 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 c'est pas hypothétique. Ce que tu dis a beaucoup de sens. Et ce que je dis ne contredit pas juste ce que tu dis, mais est parallèle, si tu veux. Mhm. C'est-à-dire que l'argent a de moins en moins de valeur. Ce qui a de la valeur, c'est la connaissance. Ouais. Si on a des enfants, par exemple, ce qu'il faut, c'est qu'ils leur donner de la connaissance. L'argent qu'on leur donne va pas servir, risque de pas servir à grand-chose. L'autre chose très importante à comprendre, à Sur mon avis, l'éducation, il y a une grande réforme à faire dans l'éducation, parce qu'elle est complètement dépassée, l'éducation actuellement. ah, c'est possible. On Ça, n'apprend je pas connais. justement c'est la connaissance qui est importante. C'est pas c'est moins le travail, c'est la connaissance, c'est l'idée en fait. Mm. Alors, ce que je voudrais en venir, c'est à cette idée. Je ne sais pas s'il faudra que tu gardes tout ça parce que on est quand même très éloigné de la Ouais. bourse. Mais je voudrais venir à cette idée qui est assez simple, que si c'est la connaissance qui est importante, et non plus le capital, euh, eh ben, ça veut dire que le pourcentage, la partie de la population qui possède cette connaissance va avoir un avantage important et croissant par rapport à la partie de la population qui ne possède pas la connaissance. Or, c'est une exponentielle, c'est-à-dire que le différentiel de connaissances entre les différentes couches de la population a tendance à progresser. Alors, on peut considérer, c'est du grand chiffre un peu vague, mais si tu veux qu'une partie réduite de la population concentre tout de même des leviers de connaissances. Et que donc la dérive de revenus entre cette partie de la population qui a la connaissance et la masse de la population va continuer à se tendre. Mhm. Et donc, le problème, c'est que ça génère une incompréhension de la part admettons que 80% de la population ne bénéficie pas de cette puissance de la connaissance en termes de puissance de facteur de production, eh bien, elle va avoir progressivement les 20% s'éloigner d'eux. En termes de niveau de vie, et ils voient ça à la télévision, dans les séries, dans tout ça. Et donc, ça crée des réactions de rejet et ça crée des Tension réactions sociale. d'antagonisme. Mhm. Et ça, c'est ce qu'on voit quand on se dit que Trump ne va pas être élu, c'est ça. 80% de la Du population jour au lendemain, finit ouais. par Mhm. réagir. Voilà, c'est 20% qui vivent différemment, qui pensent différemment, qui sont dans la mondialisation et eux ne sont pas. Et donc, ça crée une menace structurelle sur la démocratie. Parce qu'à la fois, les 20% ne peuvent pas supporter que leurs lois soient dictées par les 80 autres pourcents, et les 80 autres pourcents ne peuvent pas supporter que 20% vivent complètement différemment d'eux. Donc, ça crée un conflit. Donc, les 20%, leur méthode résolutoire, c'est de faire appel à des organismes comme le Conseil constitutionnel, la Cour suprême, etc., pour sécuriser un certain nombre de libertés euh, et de propriété également. Et les 88%, ils ont un mouvement inverse, déboulonner ces règles traditionnelles de démocratie qui préservent les 20%. Et le même phénomène se produit au niveau mondial. C'est-à-dire que les pays qui ne sont pas dans la course, dans les pays du Moyen-Orient, qui sont pas, supportent pas les pays qui sont dans la course. Et donc, en fait, ça veut dire que Est-ce que le problème, c'est pas de on va savoir. revenir au Bitcoin. Ça veut dire, si tu veux, que le problème fondamental, le problème aujourd'hui, c'est pas un problème économique. Parce qu'on gère assez bien l'économie, on injecte de l'argent quand il faut, on le retire quand il faut.
il y a un cycle schumpeterien de croissance qui est fort. Il y a des apports à la productivité par la digitalisation de l'économie. Donc le problème, a priori, à mon avis, sur les marchés financiers, il est plus politique qu'économique, quoi. Les grands chocs, ils risquent d'être politiques. Si Trump arrive au pouvoir, les réactions de Xi Jinping en Chine, le conflit avec la Russie. Voilà, donc à mon avis, ça c'est, si on parle de cycle, il peut y avoir des ruptures, des coupures dans le cycle à cause d'événements politiques. Alors, à ta question, est-ce qu'on n'est pas à la fin du cycle haussier? Est-ce que le cycle haussier va se terminer? Ce qu'on peut dire, c'est que historiquement, donc regarder le passé, on peut dire que historiquement, il a régulièrement été interrompu par des phases baissières. Voilà. Et qu'en durée, à la fois en durée et en intensité, c'est-à-dire on est entre 1 et 2 écarts types au-dessus de la droite de régression, c'est-à-dire au niveau de valorisation, on approche de la fin. Voilà, on peut dire ça. Alors ta question, c'est est-ce qu'on ne peut pas raisonner autrement qu'en espace-temps, hein? C'est ça ta question fondamentale. Alors oui, tu as tout à fait raison. On peut imaginer qu'avec la digitalisation de l'économie, etc., ça génère un prolongement du cycle haussier. On peut imaginer qu'on arrive à mieux gérer les crises monétaires et parce que il y a plus d'efficience dans la politique monétaire des banques centrales et que donc on n'est plus les grands cycles baissiers qu'on a eu dans le passé. Oui, tout ça est imaginable. On peut tout imaginer. C'est pour ça que le plus simple, c'est quand même de repartir du terrain. Regarder sur le terrain les sociétés qu'on achète. Est-ce qu'elles ont une rentabilité, un bon rendement? Est-ce qu'elles sont durables, résilientes? Voilà, on peut se poser ces questions et à partir de là, on voit si on peut les garder ou pas. Ok. Tout à fait. Ben, merci Guillaume pour cette intervention qui a été très riche, comme d'habitude. Je vois qu'on peut parler de tout avec toi et surtout c'est très très bien. On se revoit donc nous, c'est le mardi 23 avril pour ta masterclass. Oui. Donc avec ta classe sur l'analyse fondamentale technique. Encore merci Guillaume d'être venu sur Pépitor. Ça nous fait énormément de plaisir d'avoir un puits de science comme toi. Merci encore d'être venu. Et puis, comme d'habitude, si vous avez aimé, abonnez-vous à la chaîne, laissez un commentaire et faites sonner la cloche. Merci, au revoir à tous. Ciao Guillaume, au revoir. Au revoir.